Merci de prendre vos places. On commence notre conférence dédiée à l'aquaculture sur un espace économique commun. Et pour la parole de bienvenue, j'invite ici Ilya Chestakov, le directeur de l'Agence fédérale pour la pêche. Ça marche. Bonjour, chers collègues. Bien sûr, il y a quelques problèmes techniques la deuxième journée de l'exposition. Je suis heureux de vous saluer. C'est déjà une tradition de discuter des directions les plus importantes de la pêche, c'est l'aquaculture. Et si la pêche totale dans le monde entier, c'est 204 millions de tonnes, l'aquaculture a dépassé ce paramètre, c'est 22,6 millions de tonnes. Maintenant, on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui est la chose la plus importante, la pêche ou l'aquaculture. Bien sûr, la pêche, c'est l'organisation de la vie sociale. Pour la Fédération de l'OCI, ces dernières années, compte tenu des tendances mondiales, la croissance du volume de l'aquaculture augmente aussi. On espère cette année qu'on voit dépasser l'indice de 400 000 tonnes. Oui, peut-être pour la Russie, ce n'est pas une chiffre importante, mais on travaille là-dessus. On espère qu'aujourd'hui, sur cet événement important, on pourra parler des questions et de trouver des solutions pour augmenter le volume d'aquaculture. Ça fait pas longtemps qu'on s'occupe de l'aquaculture en Russie, depuis 2014, après la publication de la loi dédiée à l'aquaculture. Mais il y a une dynamique qui permet de nous dire qu'on va répondre aux défis de la stratégie et pour produire comme planifié 600 000 tonnes vers 2025. Malheureusement, de point de vue climatique, les conditions climatiques, on n'a pas des conditions pour un développement plus dynamique pour ce secteur, mais on a toutes les... on peut dire qu'il faut s'en occuper, il faut le faire. Et des holdings importants qui s'engagent dans ce domaine. Les holdings ont commencé à s'intéresser à l'aquaculture. Encore une fois, je voudrais vous remercier et vous le saluer pour vous prendre beaucoup de temps parce que vous aurez une discussion sérieuse et importante. Une seule chose pour terminer, sans doute, un échange international des opinions. On sait qu'il y a beaucoup de pays qui sont nos invités et qui s'occupent par l'aquaculture d'une manière beaucoup plus intense que nous, comme par exemple la République d'Oman. Il faut s'inspirer de leur expérience. Il faut trouver les aliments pour l'aquaculture. Bien sûr, il faut trouver des mesures de support étatiques, mais dans cette salle, dans une ambiance amicale, je vous souhaite un bon travail, du succès. Je vais continuer mon travail avec mes collègues internationaux. Merci beaucoup, chers amis. C'est pas pour la première année qu'on
organise une conférence ciblée sur l'aquaculture. Et on a de plus en plus de stands à l'exposition consacrés à cette problématique. M. Shestakov a annoncé les chiffres de la production totale mondiale en aquaculture. C'est une chiffre impressionnante. Et ce sont les politiques et les représentants de monde d'affaires qui s'y intéressent. Et historiquement parlant, c'est pas long, c'est 5-6 ans. En Russie, c'est depuis 2014, 9 ans. Mais il y a beaucoup de pays qui sont intéressés au développement de l'aquaculture et la législation de chaque pays est spécifique. Ça ressemble un peu au jardin zoologique et nos collègues qui sont présents dans cette salle, il y en a certains qui ont des traditions de longue date. Il y en a d'autres qui viennent de commencer leur travail. Il y a des technologies nouvelles qui sont notre avenir, qui nous donnent un rajout important qu'on observe ces dernières années. En développant l'aquaculture d'une manière intensive, il faut penser à la santé des conditions aquatiques, il faut penser à la sécurité, à la protection. Ce sont des tâches de ce secteur. Ces dernières 5-10 ans, nous avons la psychologie globale a changé depuis une attirance totale à la globalisation, aux normes de l'Organisation mondiale de commerce. On est plutôt orienté pour les intérêts des marchés locaux. On voit apparaître de nouvelles barrières sur la voie de la production des technologies, des connaissances, ce qui les approches en aquaculture changent. La dernière chose qui a eu lieu est attendue par beaucoup de pays. Il y a le marché croissance de ESG et cette attention comporte, l'importance qu'on porte à l'environnement. C'est un marché qui a commencé à chuter cette année. Il n'y a pas d'apogée de ce marché. Ils disent que c'est plus à la mode et c'est devenu même toxique. C'est ces dernières années, c'est vraiment récemment. En Russie, on pense autrement, on pense s'il y a des choses en commun, ça stimule le business et sans échange de connaissances, un développement intense n'est pas possible. C'est pour ça que le sujet de notre conférence, c'est développement de l'agriculture dans les conditions d'un espace économique commun. Et cela concerne les États qui font partie de l'espace eurasique, mais on est intéressé aux activités des partenaires qui ont réussi à venir à notre conférence. Je passe la parole à Armen Arutyunyan, directeur du département de politique agricole de la CEE. Quelles sont les perspectives devant cet espace eurasien? Merci, chers collègues. Ça me fait très plaisir de vous revoir sur cette plateforme qui est très bien organisée. C'est un endroit le
optimal pour parler des objectifs dans l'aquaculture, pour partager les programmes dans l'aquaculture eurasique, des programmes réalisés au sein de l'Union eurasique. J'ai une présentation. Voilà. Je vous prie de veiller au temps entre 5 ou 10 minutes. Je voudrais partager mes statistiques avec vous. C'est la production de l'aquaculture pour les pays eurasiques depuis 2017. Il y a une croissance qui a doublé en 5 ans presque. Et si on passe à c'est présenter les pays des membres de cette union. La Russie est leader, mais par exemple en Arménie, il y a une augmentation d'une fois et demie, en Biélorussie de 11%, le Kazakhstan 14%, Kyrgyzstan c'est 20%. Dans tous les pays, il y a une dynamique dans le développement de l'aquaculture. Il y a des projets étatiques ciblés vers la stimulation de la production, mais également il faut être attentif à la consommation, de la création de la culture de consommation du poisson, parce que c'est la vie saine, c'est la consommation des produits locaux. Il y a un certain potentiel dedans. L'image suivante, c'est pour partager les 3 objectifs principaux devant la Commission eurasique. D'abord, c'est assurer la sécurité alimentaire. Et chez nous, l'indice, c'est 90% de l'autonomie. Mais quand on comprend dont on a besoin au niveau de technologie pour assurer ces 90%, on a déjà tout de suite des questions pour l'aquaculture. On a des problèmes d'aliments pour assurer certaines technologies. C'est également pour des semences, pour la génétique, pour les pesticides. On a des questions. Et notre plateforme se transforme en celle où on passe des questions des sécurités alimentaires, on les approfondit et pour résoudre des problèmes financiers, et c'est également les questions liées à la sécurité en général. Deuxième objectif, il faut augmenter le commerce réciproque avec notre union de commerce. Il faut minimiser les barrières existantes entre les pays membres de l'Union et pour cela, il faut créer une législation pour dépasser ces barrières. Nos collègues de la Fédération de Russie et des autres pays membres, on travaille dessus, et bien sûr, il faut augmenter l'exportation, et nos amis des pays amis qui sont intéressés à approfondir nos relations participent ici dans des salles de conférence, et pour augmenter l'exportation et cette activité de commerce extérieur. Le slide suivant présente des programmes qui sont discutés ici à cette exposition. D'abord, ce sont des programmes liés à la formation, parce qu'on est sûr
que sans formation, sans capital humain, le développement de notre secteur n'est pas possible et va être au ralenti. On a élaboré des programmes d'échange académique, y compris un programme pilote. Pour le moment, c'est déjà le troisième programme d'échange sur les semences qui est réalisé parce que le niveau de l'importation des semences des autres pays est élaboré. Pour le moment, ce programme-là va être appliqué dans le domaine de l'agriculture. Notre objectif, c'est le financement des projets de coopération. C'est une nouvelle filière qui a été approuvée au sein de notre union. Et si 2 et plus pays membres de l'Union, s'ils ont des initiatives sur les projets de coopération, sur des solutions technologiques, aliments, etc., bien sûr, la Banque de développement asiatique, on a des possibilités déjà de prévoir un financement à taux réduit parce que il faut avoir des outils pour stimuler ce développement. On continue notre travail dans ce domaine. On est heureux d'avoir une coopération avec Ross Rebalovstvo. Je profite de cette occasion pour vous remercier, vous personnellement, et Ross Rebalovstvo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une petite question. Le vin est toujours en priorité, mais on nourrit pas la population avec le vin. Quand nous allons les nouvelles, le premier trimestre 2024, nous allons lancer l'aquaculture. Merci beaucoup. Et ce n'est pas l'Union unie et la levée des barrières administratives. Il y a toujours des risques, des défis. Et dans ce cas-là, les défis majeurs se trouvent dans le domaine de vétérinarie et de la santé. Artyom Daouchev, le conseiller général de Rossельхознадзор, a vous la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous informer aux producteurs et aux exportateurs que Rossельхознадзор et l'agence prioritaire de la Chine ont signé le protocole sur les exigences de tenir les inspections vers la production de la pêche exportée de la Chine. C'était en lancement. Grâce à ce document, les exportateurs de tout poisson vers la Chine sera effectué d'après les exigences du catalogue. Ce catalogue serait modifié afin d'exporter à la Chine tout type de bioressources. On a commencé à parler de nos amis partenaires chinois. La Chine est producteur leader numéro 1 des bioressources dans le monde. Hier, on a évoqué 68 millions de tonnes. Nous avons 5 millions chez nous, donc un espace à croître. Seulement la capture. Donc une tâche très ambitieuse, très positive pour nous. Mais il faut mettre les bases pour produire les produits sécurisés, c'est-à-dire de tenir tous les produits à tous les niveaux de production. Nous comprenons la concentration pendant l'élevage est très haute. Je me répète, les risques majeurs se trouvent dans la propagation des maladies infectieuses, des maladies virales, des poissons qui sont plus de 300. La situation épisodique est très tendue. Et donc, il faut bien suivre ce processus. Il faut
monitorer l'importation du matériel de sémence. Et donc, ce sont les points majeurs de notre focus, ainsi que les matières de reproduction. Il faut développer la production de fourrage pour l'aquaculture. Tous en parlent. Nos voisins, par exemple la Chine et l'Iran. Pendant la séance plénière, nous avons entendu que l'Iran, sous les tensions, sans possibilité d'obtenir les fourrages, ont commencé à développer leur production. Nous avons le même chemin. On a parlé de la production de l'équipement pour le fourrage. Quelques mots sur les importations. Presque tous les produits importés sont les aquacultures et on les contrôle. Et nous prenons des mesures vers les fournisseurs, parfois les mesures de restriction. Les inspections des pays étrangers, les inspections des produits importés montrent qu'on prête pas beaucoup d'attention vers la sécurité. Je parle ici sur les sites de production, sur les organes de contrôle dans les pays de l'UE, y inclus les recherches de laboratoire, le focus plus strict vers les modes de production, la qualité de produits, c'est notre priorité. Donc, il faut bien financer les programmes de suivi. Sans ces facteurs, il est impossible de garantir la qualité de production importée. L'importation des bioressources a diminué à quart, donc c'est vraiment une fenêtre de possibilité pour nous. Il faut passer à le processing approfondi des conserves. Sans lutte contre les produits faux, en changeant les dénominations des produits, là où on met les espèces de poissons plus bon marché, donc ça serait des difficultés pour le développement. Du point de vue de technologie, nous avons tous les outils. C'est la certification électronique Mercury qui permet de contrôler toutes les transactions. Et pour parler de la responsabilité dans le contexte actuel, il est très difficile. Encore un sujet qui parle de l'état des lacs et des eaux où se trouve le poisson, le contrôle des pesticides et des substances chimiques agricoles. Ils peuvent pénétrer dans l'eau, nuire à l'environnement et l'habitat. Cela concerne aussi les déchets de l'élevage, c'est-à-dire les produits indirects. Contrôler tous ces domaines, c'est notre priorité, donc on élabore la pratique légale et réglementaire. Et puis, il faut bien développer la numérisation dans l'aquaculture surtout. C'est notre activité. D'après la loi russe, l'identification du poisson et d'autres types d'aquaculture doit terminer vers le 1er mars 2026. Donc, tout est prêt, les fonctions, le système électronique dans l'Orsellkostnadzor, mais on peut déjà commencer de mettre toutes les données et de prendre les avantages des systèmes en se basant sur les données réelles et les bases de données. Merci. Merci beaucoup. Bien sûr que c'est vraiment une question clé sur la traçabilité de données, sur la détection des sources d'informations. Mais ma question serait, nous avons beaucoup de représentants des délégations étrangères qui s'occupent de l'aquaculture. C'est la Mauritanie, le Sénégal. Et donc, quelles sont les recommandations que vous pouvez leur donner? À quoi prêter attention? Et peut-être de leur donner la plateforme à l'étape de la croissance pour assurer cette sécurité. Oui, bien sûr, une très bonne question. Et je me suis déjà adressée à vous pour contrôler l'exportation de production en Russie et vers les pays de l'UE.
c'est le monitoring. Il faut le fortifier et bien sûr suivre nos règles. Les règles sont différentes. Plusieurs pays ont les règles qui sont moins rigides, mais nous sommes pays importateurs et pays importateurs exigent le suivi et le respect des documents clés. En ce qui concerne la numérisation et la digitalisation, avec tous les pays de commerce, nous proposons l'intégration avec nos systèmes électroniques qui permettent de faire l'échange de données avec les notifications préalables, puis on passe à l'intégration suivante, plus approfondie, quand on passe au certificat vétérinaire électronique. Nous aurons le système uni qui est connecté à travers des points de connexion. Et donc, nous sommes prêts à travailler avec les pays différents. Merci beaucoup. Je pense que pour tous les partenaires étrangers, pour le business, il faut bien mettre leur attention aux opportunités du monde digital. Et maintenant, je voudrais inviter un speaker qui va parler de la numérisation, c'est Vladimir Rumentsev, le directeur de développement de CRT. Bonjour, chers collègues. Ma présentation, s'il vous plaît. Nous créons des écosystèmes, des plateformes sectorielles pour le marché de l'aquaculture avec l'agence de pêche russe. Et je pense que vous avez déjà entendu quelque chose sur ce projet. Ces écosystèmes ne créent pas dans un petit moment de temps, mais il faut bien sûr accorder et approuver beaucoup de processus de business réglementaires, des normes réglementaires et des règles pour les harmoniser. Et ce processus se déroulera pendant 2 ans qui viennent. Et puis, on va arriver au point final du secteur. Cela permettra aux participants de l'industrie de diminuer les coûts de processus. Ils pourront se concentrer dans leur activité principale. Donc, le chef de l'agence de pêche russe a dit au début que dans le monde, l'aquaculture a surpassé... Non, le premier slide, merci, le premier diapo. En jaune, c'est le poisson de nourriture. Et en bleu clair, c'est l'aquaculture. Et nous avons surpassé la pêche industrielle, pas de nourriture. Et puis la tendance qui se démontre, c'est l'accessibilité des bioressources compte tenu la stabilité de l'élevage naturel et la biodurabilité dans l'océan mondial qui ne permet pas à exploiter de plus parce que sinon on entre dans la situation des chutes abruptes, brusques. Et maintenant on aura le surplus grâce à l'aquaculture seulement. En ce qui concerne notre segment russe, nous ne sommes pas aussi grands comparés au monde, mais qu'est-ce que je voudrais vous montrer? Ici, nous voyons les volumes de production de l'aquaculture pour les saumons, la truite et les esturgeons, les poissons de grande valeur, mais ils sont présentés par le micro-business avec des moindres volumes. Les pays qui montrent des grands rythme de croissance de l'aquaculture. Tout d'abord, il s'occupe de l'activité de diminuer la bureaucratie au sein de ce segment. Parce que les grandes entreprises peuvent avoir les recherches, le développement et le petit business, les petites entreprises ne peuvent pas le faire, pas assez de potentiel. Donc si on va diminuer la bureaucratie pour ce secteur-là, on va avoir les cadres expérimentés pour les leaders industriels, puis on va améliorer la diversité de la gamme de produits, puis
les institutions, bien sûr, nous avons des institutions qui reçoivent les subventions des ministères. J'espère qu'il y aura des subventions du ministère de l'Éducation. On va développer donc la science ici. Mais il faut le faire. Et où est le problème? Il faut le faire dans les sites de production réels, pas dans les bâtiments de recherche. Et il faut faire en sorte que ça soit fait pour les équipements, pour résoudre les tâches des fourrages. Les chaînes de production profitables continuent la spécificité. On a déjà dit que ce n'est pas tout à fait positif en ce qui concerne la biodiversité. Donc, il faut tenir en compte des nuances compte tenu de la géographie très vaste. Pour chaque région, cette spécificité doit être prise en compte pour les chaînes de profitabilité. Et donc, notre opinion est suivante. Il faut relever des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises, toutes sortes de barrières. Vers l'apparition de plateformes, le marché montre la grande vitesse de développement et puis une nouvelle phase de l'industrie se commence. Donc, c'est une nouvelle formation technologique. C'est un schéma logique de l'écosystème. Nous voyons la doublure de chaque production, le MES, et chaque producteur de l'aquaculture peut utiliser ce logiciel. C'est vraiment très riche, vous pouvez être très intéressant et vous pouvez utiliser ces outils. Puis le marketplace pour les fourrages et l'équipement, c'est pour l'année suivante. Et vers la fin de l'année suivante, c'est le marketplace de la vente. Il inclut le HoReCa, les achats réguliers et puis les eaux pour la pêche payante. Et voilà, cela inclut les mesures de support étatique. On peut ainsi résoudre tous les problèmes. Et c'est ainsi que vous pouvez vous concentrer dans des problèmes clés. Je ne vais pas détailler ce slide parce que ça détaille le précédent et il y a des modules à lancer. C'est pas intéressant pour le moment. Et pour les subventions, les supports, l'État aujourd'hui essaie de développer les formats différents, des approches différentes. Et aujourd'hui, on pense aux mesures de support comme subvention, des taux de crédit dans le cadre des processus technologiques comme des achats des aliments. C'est intéressant. Dans ce cas, les spécialistes en aquaculture auraient pu libérer les moyens pour le développement. Parce que si l'État finance non seulement le pourcentage de taux de crédit, mais la procédure de délivrance des crédits pour l'achat des aliments. Et on va y penser l'année prochaine jusqu'à la finalisation et peut-être après cela, l'aquaculture va être toujours en croissance, mais étonner nos voisins par la vitesse de croissance. C'est mon désir profond. Merci beaucoup. C'est un objectif ambitieux, c'est un défi pour nous. Je voudrais juste demander si c'est possible de présenter ce projet, pas encore finalisé bien sûr, présenter ce projet à nos voisins à l'extérieur de la Russie pour travailler en parallèle avec Roskomnadzor pour qu'ils voient clairement
toute la situation. Ce serait intéressant et c'est un désir de prévoir une intégration complète avec des organismes de contrôle comme Rostechnodzol. C'est un travail à faire ensemble avec plaisir pour nos voisins. Dans notre écosystème, il y a des collègues de l'Ouzbékistan, de la Biélorussie, et ce système est ouvert. On comprend très bien que c'est pas possible de numériser leurs actes législatifs pour le moment parce que on est surtout centré sur les arrêts, les lois, la législation de la Fédération de Russie, mais c'est prévisible. On peut créer une interface commune. Merci beaucoup. On a abordé une question sur les mesures de support étatique, la croissance de la pêche. Bien sûr, on est focalisé sur les supports pour les petites et moyennes entreprises, mais les grandes entreprises ont besoin de support. Et je voudrais passer la parole à Mikhail Glaskov, vice-gouverneur de la région de Vologda, où le projet le plus important sur un cycle fermé est établi dans cette région. Bonjour, chers collègues. L'aquaculture dans la région de Vologda, c'est une direction stratégique et depuis 2014, on y attire une grande attention. Et sur le territoire de notre région, on a augmenté la production de l'aquaculture de 12 fois et c'est 1093 tonnes en 2022. Peut-être ce ne sont pas des chiffres impressionnants par rapport à nos collègues dans la région de Saint-Pétersbourg et de la Calérie, mais compte tenu de notre situation géographique climatique, on croit que c'est une bonne chiffre. On a des réservoirs d'eau d'origine des glacières avec la profondeur entre 3 et 5 mètres et on a déjà prêt à dans la région, on a formé des secteurs où il y a des reproductions en cage flottante et en liberté, dont le taux n'est pas très important. Pour la région de Vologda, suite à la situation géographique et climatique, il faut procurer du chaud, de la chaleur pour les espèces qui aiment la chaleur et vice-versa. Il y a des entreprises d'aquaculture fondées sur les principes de reproduction intensive dans un cycle fermé. En mars 2023, on a mis en place une usine spécialisée et pour les alevins et plus tard, on pense à élevage du saumon atlantique avec le volume de productivité de 2,5 000 tonnes par an. C'est la surface de 21 hectares. Le volume des investissements, c'est 4,5 milliards de roubles. Et on est supporté au niveau fédéral
ça ne concerne pas le ministère de l'Agriculture, mais le ministère du Développement économique et financier. On a des supports par rapport au crédit pour les études, la création des projets, des documents de projets. Et on a profité de cette possibilité pour construire une autoroute et pour reconstituer des frais pour l'infrastructure et dont le volume est environ 800 millions de roubles. Et ce support est prévu depuis 2018 aux frais de budget régional pour reconstituer nos frais pour le développement de l'infrastructure, pour reconstruire les usines d'aquaculture. Depuis 2018, on a reçu plus de 70 millions de roubles. Pour cette année, une subvention de 45 millions de roubles prévue pour les entreprises qui sont sur le point de construire de nouveaux objets dans des régions qui n'ont pas de ressources d'eau ou bien ces ressources ne correspondent pas aux exigences d'élevage en cage flottante. On a des projets pour 10 000 tonnes d'aquaculture par an, dont 6 tonnes pour les produits d'aquaculture. Le potentiel n'est pas limité. Nous croyons que les entreprises les plus efficaces de poissons, ce sont les complexes d'élevage. C'est non seulement dans le cadre de notre région, mais au niveau de tout le pays. C'est pas peut-être toujours bien accueilli par la société et notre impact le plus important dans ce domaine, ce seront des projets industriels intensifs. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Une petite question. Vous avez vu qu'il y a une mesure de support comme subvention des aliments. Est-ce que c'est réalisable au niveau du plateforme numérique? Est-ce que vous pensez à cette mesure dans votre région? Nous sommes en processus de discussion d'une manière flexible avec les représentants des entreprises de notre région et on est prêt à considérer cette possibilité en 2025 parce que construire, c'est notre priorité pour le moment. On a quelques gros projets et aujourd'hui, il y a Solodokine qui est directeur, chef du département des grandes entreprises de la banque d'agriculture, Rossylkosbank. Est-ce que les petites entreprises sont des bonnes conditions pour le financement? Oui, bien sûr, des petites entreprises ont toutes les chances pour recevoir des financements et les petites entreprises peuvent grandir un jour et devenir de grandes entreprises. Pour nous, ce n'est pas la taille de l'entreprise qui est la plus importante. Pour nous, ce sont des perspectives qui sont importantes. Sur l'horizon de 10-12 ans, on est intéressé de voir le projet de développement de telle ou telle entreprise. Pour nous,
L'aquaculture, on le considère comme moteur du développement de la filière de pêche parce qu'il y a la possibilité d'augmenter nos possibilités et pour la pêche, le projet, c'est aux environs de 5 millions de tonnes. Pour l'aquaculture, c'est un segment où on voit un volume croissant important. La construction d'entreprises d'élevage en liberté ou en cage flottante, c'est un business qui va croître. Qui va avoir du succès auprès du clientèle, auprès les consommateurs. Ça va apporter une valeur ajoutée, des bénéfices, des dizaines de millions de roubles. Il faudra leur donner pour les supporter et cet argent va revenir vers nous en croissance. Toutes ces histoires. À l'heure actuelle, on constate que l'aquaculture commerciale atteint le chiffre jusqu'à 400 000 tonnes, mais ce n'est pas plus que 8% du volume proposé par le secteur de pêche russe, compte tenu de l'expérience mondiale. Là où l'aquaculture prend les positions leader, nous voyons ce secteur et son développement comme très positif. Puis, il y a encore un point intéressant. Son développement stimule le développement des sous-secteurs. Nous avons besoin des spécialistes, des grandes recherches. Et en ce qui concerne l'élevage intensif, nous voyons la demande sur l'équipement, sur les substitutions des importations en ce qui concerne les fourrages, le matériel de reproduction. Donc, la perspective à suivre, c'est de prendre les ressources et ça fait 70-80 milliards de roubles. Ce sont de nouveaux sites de l'aquaculture et de la construction des usines de l'infrastructure supplémentaire. Donc, l'État possède, avec nos collègues de l'UEE, toutes les chances de se développer indépendamment dans ce domaine-là. En ce qui concerne le soutien étatique, nous avons les entreprises de l'aquaculture qui s'occupent de la production agricole. Donc, ils possèdent toutes les méthodes de soutien. C'est le décret 1528 de 2 ans jusqu'à 5 ans. Il y aura des crédits avec des préférences pour reconstruire des zones d'élevage, des petits sites d'élevage, des productions de fourrage. Et puis les crédits jusqu'à 1 an. Et donc les objectifs, c'est de acheter des fourrages, des contributions et des matières de reproduction. D'après ce décret, nous compensons à peu près 20% de la construction des ateliers et puis des contributions d'assurance, 50%. Donc il faut en tenir en compte pour suivre ces dotations étatiques qui entreront dans ce business et qui le rendront plus stable, plus fiable pour nous et pour les partenaires. De ma part, notre banque est prête à soutenir les activités du secteur. Ce n'est pas toujours le crédit. Nous avons un système grand où nous attendons les éleveurs. Nous sommes prêts à discuter toutes ces demandes sur la préparation des cadres. Nous avons le programme Fishware qui parle de l'élevage de biomasse, de l'aquaculture. Donc, nous sommes très ouverts, très prêts à l'expansion du secteur. Donc, toute petite question.
Hier, j'ai vu 4 délégations étrangères. Il y avait quelques demandes sur l'activation de coopération avec plusieurs pays. Donc, la participation du business russe dans le business d'autres pays. Donc, le chef a posé la question vers le premier vice-président de la banque. Mais en ce qui concerne l'aquaculture, est-ce que vous prenez la possibilité de soutenir avec l'argent le business qui voudrait entrer dans les projets ou dans la production des sites de l'aquaculture quelque part en Afrique, par exemple? Oui, nous avons une série de risques vis-à-vis de l'interaction avec des sites qui se trouvent au sein du pays, mais nous sommes prêts à étudier ces projets et moi je vois les conditions sous lesquelles ça serait intéressant pour nous, peut-être une partie du business russe. Nous sommes prêts à le faire si on voit les flux qui entrent ici sous forme de produits commerciaux. C'est OK. Si donc vous avez des formes de ce projet, nous sommes ouverts. Oui, donc on va vous inclure dans la commission comme soutien. Merci beaucoup. Et donc, on a parlé maintenant de la subvention, du pourcentage pour les assureurs, mais la question est très pénible parce que maintenant, pas beaucoup de sites de production sont assurés et donc ils n'en profitent pas. La question est toujours sur le menu. Je voudrais donner la parole à Carney Bijdo, le président de l'Association nationale des assureurs agricoles. Comment est-ce que vous voyez le développement de ce schéma dans l'aquaculture? Est-ce qu'on peut la mettre dans d'autres États? Merci, Monsieur Vassili. Merci pour l'invitation au nom des assureurs et de l'association. Je salue tous les participants du forum, une représentativité très grande qui nous permettra d'instaurer le dialogue. Et on a déjà dit que nous essayons de trouver les bonnes solutions pour l'agriculture. Nous sommes limités, mais je voudrais vous montrer le système de l'assurance étatique avec le soutien étatique. Vous voyez les paiements les plus grands pour la période commençant de 2020-2021. C'est près de 3 milliards payés par les assureurs de notre union aux agriculteurs de Stavropolie. Et donc la semaine passée, nous avons payé les grands dégâts sur la fièvre africaine pour la région de Pskov, de Centrale. Et donc, tous ces grands paiements, et c'était la peste porcine africaine. Et puis, ce qui concerne l'assurance agricole dans le monde, elle se développe pendant 40 ans. Les volumes approximatifs font à peu près 40 milliards de dollars. Et une partie, c'est l'aquaculture, c'est l'assurance de l'aquaculture. Aqua Assurance, c'est un nouveau domaine qui s'est démarré récemment, mais qui a répondu dans les années de 2000 et maintenant dans les années 2020. Vous voyez maintenant ici les données internes vers 2020. Presque 50 000 hectares des aquafermes étaient assurés. Et nous voyons ce mouvement en Asie, en Chine, en Inde. Et avec vous, avec l'agence de pêche russe, nous avons beaucoup travaillé en mettant les changements dans la loi fédérale pour que les producteurs de l'aquaculture puissent assurer leur business. Et
compte tenu les grands volumes de business, les grands investissements. Donc, ces chiffres doivent être assurés. Et donc, le seul instrument, c'est l'assurance aquatique. Donc, très vite, qu'est-ce que c'est que l'assurance aquatique? Tout d'abord, c'est le facteur de menace, de grandes menaces des catastrophes naturelles, des phénomènes naturels. Ça se passe très souvent dans l'aquaculture comparé à d'autres types de productions agricoles. Et on prend l'aquaculture comme produits agricoles. Puis, le manque de statistiques fiables. Malheureusement, pour bien estimer le risque, pour donner le prix réel, de pouvoir assurer cette production, il nous manque la statistique de faire les calculations réelles. Et on voit le déficit des spécialistes qui pourraient contacter avec nous, qui pourraient préparer ces produits. Donc ici, la statistique pour 1000 de stock, c'est notre tradition confirmée par Minselhos. La dynamique est positive. Et il n'y a pas de segment réel, mais on voit la demande accrue. Le contrat d'assurance est fait avec l'État et sans État aussi. Il y a des producteurs qui veulent avoir plus de soutien pour éliminer les risques. Et donc la statistique ici peut être même plus large. Le volume de l'assurance aquatique en 2022 constituait 308 millions de roubles. Le volume général fait 11 milliards en Russie. Dans le système, nous avons vu les producteurs de la Carélie, de Leningrad, de Mourmansk, de l'oblast de Vologode et de l'Astrakhan. Les paiements d'assurance surpassent 60 millions de roubles annuellement. Notre participant plus actif pour la protection, c'est RSHB, puis la compagnie VSK, ce glacier, Sberbank et d'autres. Encore, nos éleveurs de poissons obtiennent, et il est indiqué en Carélie, en 2020, la mer russe a obtenu 229 millions de roubles, puis Astrakhan 58 millions de roubles, et puis la région de Krasnoyarsk, c'était la truite et sturgeon de Yenisseï. Les paiements constituaient plus de 50 millions de roubles. Ce sont les plus grands exemples, bien sûr, qui montrent que donc le système de l'assurance aquatique est sur place et fonctionne très bien. Donc le diapo suivant, notre tâche à nous, c'est de pouvoir attirer et d'élargir la liste des possibilités des produits d'assurance. Vous voyez des risques, je ne vais pas les nommer, mais le risque majeur, bien sûr, ce sont les maladies contagieuses avec la grande partie de paiement. Et donc, il nous faut bien comprendre comment les organes de surveillance le voient. Puis, je dirais les franchises à choisir pour diminuer le prix de l'assurance et puis les possibilités qui sont mises au sein du produit actuel. Donc, je finirai ici avec une idée que donc la coopération avec des autorités sectorielles
joue un rôle principal pour stimuler cette activité. Donc, je m'adresse à vous de continuer cette coopération quand nous avons préparé le changement à la loi fédérale et peut-être de pouvoir créer le groupe de travail, pas pour les fins bureaucratiques, mais pour qu'on puisse, ensemble avec vous, avec vos spécialistes, avec vos experts du ministère de l'Agriculture, de pouvoir créer des produits qui puissent protéger nos actifs. Merci beaucoup. Merci. Je pense que à la fin du forum, on va instaurer ce groupe et nous avons les représentants du business qui sont apparus avec cette proposition. Mais de l'autre côté, merci beaucoup à vous et chers collègues. Vous voyez, nous avons beaucoup de changements, beaucoup de développement dans notre pays. Mais les bonus du forum, c'est la possibilité de faire échange avec d'autres pays et nous avons d'autres États avec leurs histoires de succès. Et je voudrais donner la parole, comme Ilia a dit, qu'il était impressionné par Oman avec la percée de l'agriculture. Et hier, nous avons vu avec Ibrahim Al-Zahrani, le directeur de l'agriculture de l'Arabie Saoudite, et j'étais impressionnée de voir à quel point que donc ce pays s'est développé, bien qu'il n'y a pas beaucoup de ressources d'aquaculture. Comment vous voyez le futur de l'aquaculture? Merci. Bonjour. Soyez-vous bénis par la paix de la part du ministère de l'Environnement, des Ressources aquatiques et de l'Agriculture. Je remercie le ministère pour la pêche de la Russie pour votre accueil. Le monde a des difficultés de la pêche et de l'agriculture suite aux facteurs importants. Pour sauvegarder, maintenir les ressources naturelles et augmenter la productivité de l'agriculture, notre État travaille pour assurer la stabilité du secteur agricole. On a adopté une stratégie pour améliorer l'usage des produits agricoles et assurer la vie confortable de la société, assurer une vie de qualité, pour assurer un développement durable, développer un marketing et secteur privé pour supporter le développement durable de l'agriculture et assurer des postes de travail. Le secteur de ressources de pêche est supporté par nos gouverneurs et fait partie d'une vision 23 dans le royaume, supporté par l'héritier du trône, le prince Mohammed bin Salman Al Saoud. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques points de succès. Le slide précédent. Avec les volumes de production. Pour nous, la production 120 000 tonnes. L'année passée, c'est 100 000 tonnes. Pour les années suivantes, on a posé un cible de 6 000 tonnes d'aquaculture vers 2030 et avec 60 000 tonnes étant produits d'aquaculture et
40 000 tonnes, ce sont des produits de la pêche. Comme les capacités des mers sont réduites, c'est pour ça qu'on met un point sur le développement de l'agriculture vers 2030 avec 30 000 tonnes, ce qui représente presque 50%. On a l'agriculture des eaux douces et l'agriculture des eaux salées. Dans les eaux salées, c'est 50 000 tonnes, ce sont des crevettes, une espèce de crevette. Et deuxième partie, c'est 30 000 tonnes, ce sont les poissons. Dans notre royaume, on est autonome quant aux crevettes, mais une autonomie de 50% est pour les poissons. On voudrait bien sûr remplir cette nécessité d'être autonome en pêche. D'où viennent ces produits? On a les produits le long de la côte de la mer Rouge. Bien sûr, dans le nord, on a des stations d'agriculture produisant des poissons. En 2018, il n'y avait que 2 espèces de poissons et crevettes. L'année passée, on a déjà plus de 10 espèces de sea bass européens, vous voyez sur les images de ces espèces de poissons de sea bass asiatiques. Pour nous procurer un nombre nécessaire de ces espèces. On profite de la pêche en mer, mais notre désir est d'assurer une correspondance à la consommation. Je vous rappelle que 60-70% de notre surface est représentée par un désert. Et l'année passée, la norme, c'était 12 kilos par personne par an. Et en 2030, on pense venir à 25-30 kilos par personne par an. Et ça va être obtenu grâce à la pêche et à l'aquaculture. Nous avons fait des campagnes de promotion parmi la population dans des écoles, des festivals de dégustation des produits de mer. On a ouvert plusieurs sites. Et c'est un travail de formation, des démonstrations de préparation de traitement de poissons. Aujourd'hui, on a besoin des technologies russes. Au forum, j'ai vu que beaucoup d'entreprises russes savent profiter de la préparation des poissons. Ça n'existe pas chez nous. On n'a pas de produits de mer avec une grande valeur ajoutée. C'est un secteur pour investir, pour utiliser des technologies. Je vous invite de visiter notre pays en février l'année prochaine parce qu'on organise une exposition internationale on est prêt de vous envoyer toutes sortes d'informations. On a un site de cette exposition internationale. Vous êtes bienvenus.
nous avons beaucoup parlé sur le développement de l'aquaculture. Comment avons-nous réussi à stimuler nos cadres? C'est sur l'histoire de la mer Rouge. Nous avons supporté les gens. On a fait un grand travail cartographique en étudiant les côtes de la mer Rouge, parce que ce sont des informations importantes pour des investisseurs éventuels. On a des sites spécialisés avec les résultats de recherche sur l'environnement, sur les types et espèces des habitants des mers, parce que au nord, l'eau est 25 degrés, au sud, c'est 26 degrés, la température de l'eau, et ça convient pour certaines espèces et ne convient pas par d'autres. Et si on prend les poissons de la Méditerranée, on peut l'élever dans les régions nord de la mer Rouge, et pour ces 130 000 tonnes, et il faut utiliser les investissements jusqu'à 5 milliards de dollars. On a fait déjà des pas utiles en avant, et nous avons profité de notre participation à cette exposition. On facilite toutes les procédures pour les investisseurs éventuels. On participe en novembre cette année en Chine dans le Forum des investissements, et chez nous dans le Royaume, on a beaucoup parlé de poissons, des crevettes ces 2 dernières années. On travaille sur la production des algues, et on a vu beaucoup d'entreprises ici qui ont développé des entreprises de traitement des algues maritimes et des technologies spécifiques, etc. Le dernier slide, s'il vous plaît. Les supports, les moyens de support qu'on développe, on a créé un centre régional central pour le développement de l'aquaculture. Le slide suivant, s'il vous plaît. Ce centre régional de développement de l'aquaculture avec un diagramme. Ce centre régional a été créé par le gouvernement du Royaume avec le capital C'est un projet, le coût du projet est 150 millions de dollars. Ça a 5 départements, y compris un département d'élevage de poissons, un autre département pour les crevettes, un troisième pour les algues, un autre pour la formation des spécialistes dans ce domaine dans les universités. Pour le moment, on fait la promotion pour des entreprises correspondantes. Vous êtes invités à participer dans la formation des documents d'études. Et c'est important pour la sécurité biologique. Cette question de sécurité biologique va être incluse dans tous les secteurs, y compris dans l'aquaculture. Bien sûr, on a beaucoup de projets.
vous verrez dans l'avenir qu'on va avoir encore plus de succès en tant que sécurité alimentaire. Merci pour votre attention. Donc, c'est dommage que vous n'étiez pas là hier pendant notre table ronde sur l'augmentation de consommation. Des points très intéressants étaient discutés hier. Comment améliorer la consommation interne. Mais c'est vraiment impressionnant, vos plans, vos ambitions. Et presque c'est le même point, le même indice qu'on voudrait faire vers 2030 en Russie. 800, 600 comparables. Mais vous avez 2/3 de désert et nous avons beaucoup d'eau. Et donc, je voudrais donner la parole à Mehdi Chakouri. Hier, pendant la séance plénière, on a parlé de percée de l'Iran en ce qui concerne l'aquaculture. Nous importons une partie des fourrages. Nous l'examinons, cette coopération. Monsieur Mehdi Chakouri, à vous la parole. Merci, chers collègues, merci beaucoup. Je suis très ravie de voir que l'agence de pêche russe nous a invités ici au forum, ainsi que le ministère. D'après que je vois, ici, vous voyez le grand nombre des spécialistes qui s'occupent de la pêche. Je vois ici beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de spécialistes. Et j'écoute le traducteur, donc c'est pourquoi que je m'arrête parfois. L'aquaculture dans le monde a vu la grande vitesse de développement comparée à d'autres activités du secteur jusqu'au début du troisième millénaire. Et il y a 20 ans à peu près qu'on observait la croissance dans le secteur agricole. Maintenant, ça fait 3% pour les marchés ciblés. Nous avons calculé que le rythme de croissance a atteint 15% en 2030. Mais aujourd'hui, les experts disent que ce chiffre ne peut pas être atteint. Une série d'obstacles va diminuer cette vitesse. Nos amis ont bien indiqué ces barrières. Ce sont les sujets de biodiversité et d'autres. Et nous avons d'autres facteurs comme la désertification, et le changement de climat, et mon pays, les pays de Golfe, l'Arabie Saoudite y confrontent. Mais moi, je suis invitée à ce forum et je ne suis pas informée quels sont les points à toucher, les points à déborder ici, mais vous parlez beaucoup de meilleure exploitation des ressources pour l'aquaculture et la production et l'élevage. Donc moi, je voudrais me concentrer sur ce point. C'est la nécessité de la production d'intense, de grande intensité. Ça fait 60 ans. L'aquaculture n'existait pas dans mon pays. Et maintenant, nous avons 600 000 tonnes de poissons et de crevettes qui sont produits chez nous. Il y a 60 ans que la décision a été prise chez nous
de passer sur les production de systèmes fermés et nous avons acheté ces systèmes en Europe, mais nous ne savions pas bien exploiter ces systèmes. Après 10 ans, nous avons pris la décision de les faire nous-mêmes. Nous avons lancé les systèmes du cycle fermé et on a commencé à produire la truite et malheureusement une erreur a été faite. Pourquoi nous avons eu des problèmes? Le manque de connaissances, le manque de l'expérience. Nos géreurs ne comprenaient pas comment le système semi-fermé, le système fermé travaillait et les systèmes de l'élevage intensif. En plus, la qualité des fourrages n'était pas à haut niveau. Malheureusement, l'équipement ne pouvait pas atteindre nos besoins. Nous avons laissé ces tentatives et puis nous avons compris qu'il faut essayer encore une fois. Et cela a été lié avec les problèmes de biosécurité, comme mon ami a déjà évoqué. Ce n'est pas un nouveau terme pour nous. Nous nous confrontons avec ce problème souvent. Nous prenons parfois la biosécurité comme quelque chose de très utile à l'aquaculture. Mais ce n'est pas le cas. Donc, la décision a été prise de faire l'activisation, de créer les systèmes semi-fermés et fermés. Puis, nous avons commencé à rechercher ces points et les technologies étaient améliorées pendant les dernières années. Ce qui concerne la fourniture mécanique des fourrages. Et donc, comme l'aquaculture, c'est une partie de l'agriculture, et donc on a pris la décision de commencer d'intensifier les fermes. Et nous avons commencé à élaborer les systèmes semi-fermés. À l'époque, nous sommes penchés à ces systèmes et nous avons utilisé seulement 2 litres d'eau pour élever une truite, une espèce. Mais puis, nous avons commencé à bénéficier des ressources d'eau pour élever le stock des crevettes et d'autres poissons. Donc, c'était encore un pas. Puis, je voudrais vous raconter une histoire sur l'élevage des crevettes. Nous avons commencé à le faire dans les années 70 ensemble avec l'Arabie Saoudite. La décision a été prise de le faire en désert, mais dans le désert, il n'y a pas d'eau douce, seulement les sables. Et donc, nous avons les mêmes reliefs, la même topographie. Quand même, la décision a été prise, il fallait élever les crevettes. Donc, on a commencé à élaborer ce projet. Nous avons atteint un certain résultat. Et donc, le chiffre était de 20 000 tonnes par an. Mais malheureusement, il y avait des échecs liés aux maladies infectieuses des crevettes. Donc, nous nous trouvons maintenant dans la même étape. Les nouvelles maladies apparaissent dans notre pays. Tout cela est lié aux maladies bactérielles. L'État perd l'argent, donc la décision a été prise de contribuer à l'élevage des crevettes dans le système du cycle fermé.
En Russie, le même système existe. En tout cas, je voudrais partager mon expérience de l'élevage. Si vous voulez le faire, il faut bien sûr se focaliser sur les systèmes semi-fermés de l'élevage. Et donc, dans ce cas, il faut prêter l'attention à la pureté parce que la contamination et la pollution peut impacter à la qualité des produits. Beaucoup de pays produisent le poisson pour les exportations. En ce qui concerne l'Iran, mon pays, les Européens élaborent les standards nécessaires pour et cela est l'obstacle des importations. Ils font ces standards plus stricts et je pense que après quelques ans, nous ne pourrions pas exporter notre poisson ni crevettes de l'Iran vers l'Europe parce que les standards seraient même plus rigides, plus stricts et les standards écologiques seront fermés et d'autres pays ne pourront pas recevoir ces exportations vers l'Europe. Donc, j'espère que c'est très bénéfique pour vous. Bien sûr que vous avez votre expérience à vous et peut-être que cela coïncide avec l'expérience de l'aquaculture en Iran. Donc, si vous êtes prête à discuter ces questions, nous sommes prêtes à en parler, à en discuter au forum. Je vous invite tous à l'expo qui se tiendra au Téhéran dans 2 mois à venir pour savoir les nouveautés de l'aquaculture. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Merci à partenaires, aux amis, aux collègues qui partagent cette information qui se construisait pendant les décennies. Nous dépassons notre temps, mais je ne peux pas oublier et donner la parole à 2 États. Les États, nos amis anciens, avec qui nous coopérons beaucoup et même plus, avec qui nous restaurons les liens parfois perdus, mais en ce qui concerne l'aquaculture, ce n'est pas très intensif. Je donne la parole au speaker de Kazakhstan. Bonjour, chers participants de l'exposition. Je vais essayer d'être bref. Je vais réduire. Avant tout, permettez-moi de remercier les organisateurs pour cette possibilité de parler de l'aquaculture au Kazakhstan. Cet événement est une possibilité pour étudier l'expérience de nos collègues et de développer nos relations au sein d'un espace économique unique. C'est pour vous montrer les chiffres pour la pêche, l'exportation, l'importation. Vous voyez les chiffres sur ces images. Je voudrais noter qu'en avril 2021, le Kazakhstan a adopté le programme du développement de la pêche jusqu'à 2030. Un des objectifs les plus importants de ce programme, c'est de créer des conditions pour le développement de l'aquaculture vers 2030 avec le support de l'État. On pense augmenter le volume de l'aquaculture jusqu'à
270 tonnes et augmenter la consommation interne et de diminuer les importations jusqu'à 25 000 tonnes par an. Il y a des facteurs important pour le développement des entreprises. Ce sont des subventions étatiques et une politique des impôts. Ici, vous voyez les chiffres. Il y a des investissements de subventions. Pour le moment, 25% sont subventionnés. Les frais, il s'agit des frais pour l'acquisition des équipements pour les entreprises d'aquaculture et de toutes les stations d'aquaculture, des stations à cycle fermé. Puis on va subventionner jusqu'à 50% pour l'acquisition des aliments, des équipements, pour acquérir des médicaments pour les stations de poissons. Il y a un régime des impôts favorable. Les impôts sont réduits de 70%. Il y a une création de zones spécifiques économiques avec des réductions des impôts et d'autres préférences. Il y a une dynamique des activités dans notre République par rapport à 2020. Le nombre des stations de poissons d'aquaculture a doublé. Cette fois, a augmenté le volume des poissons élevés en 1000 tonnes. Vers 2030, on planifie plus de 1300 stations de poissons. Il y a un problème important, c'est de s'apprivoisonner des aliments pour les poissons. Il y a 2 entreprises qui produisent des aliments pour les poissons, orientées surtout sur l'espèce des carpes. Et pour ces espèces de poissons, on est 100% autonome, mais pour les saumons, les esturgeons, y compris les truites, c'est normalement importé jusqu'à de l'étranger. Je voudrais souligner qu'on travaille dessus dans la zone économique spéciale. On a commencé une construction d'une usine pour produire des aliments et on discute avec les compagnies danoises et turques pour considérer leur participation dans la création de telles entreprises. On pense également à la sécurité vétérinaire. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de cet aspect. Compte tenu de cela, on pense que cette culture est presque à niveau zéro. On a étudié l'expérience des pays leaders. On comprend bien que c'est un point très important pour l'aquaculture et pour assurer la sécurité vétérinaire. On a invité des experts de l'Organisation mondiale de la santé animale. Ils ont visité les stations de pêche, les instituts de recherche, les instituts de l'école supérieure et ils nous ont présenté leurs recommandations des spécialistes
Et aujourd'hui, on élabore un ensemble de mesures pour réaliser ces recommandations dans le but de fortifier notre coopération internationale pour l'aquaculture au Kazakhstan. On a signé un document FishCap avec dans le cadre de lequel on va former des spécialistes en élevage de poissons et avec le Fonds global économique, on élabore des mesures correspondantes. Avec l'organisme ProOn, on réalise notre projet. Vous voyez les types de travail. Vous voyez le travail dans le domaine de la génétique. Je voudrais vous présenter nos projets pour l'avenir. Tout d'abord, on comprend très bien pour avoir un avancement dans le développement et on a élaboré un projet de loi sur l'aquaculture qui est pour le moment examiné par le gouvernement et en novembre cette année, on va l'examiner au niveau du Parlement de la République. On va incorporer 4 nouveaux types de subventions pour le traitement des produits des poissons, pour le forage, pour avoir de l'eau douce et on va déléguer les lots de terre pour l'exploitation dans le cadre de la station des poissons et on formule des projets, des investissements, ce qui est très important. Pour conclure, je voudrais encore une fois remercier l'organisateur de la conférence. On est prêt à la collaboration économique dans le cadre d'un espace économique commun. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je voudrais dire que vous prévoyez tout pour éviter cette expérience négative que nous, en Russie, on a eue. Je vous souhaite de dépasser ces obstacles avec succès. Pour moi, c'était inattendu d'apprendre il y a quelques années la vitesse de progression de l'aquaculture dans un pays qui est de premier coup d'œil n'est pas destiné à le développer. Et c'est Ahmadjan Moussaïev, le président de l'association de la République d'Ouzbékistan. Je représente l'association ouzbek Balik Sanoat. Je profite pour cette occasion pour remercier l'organisateur de ce forum pour cette invitation à cet événement important. Et je voudrais rapidement présenter le travail réalisé en Ouzbékistan. Tout le monde sait que l'Ouzbékistan, que c'est une zone défavorable de point de vue climatique, comme tous les autres qui se situent dans la région de l'Asie centrale, le problème de l'Aral, de la mer d'Aral, la sécheresse, manque d'eau. Ça nous oblige d'appliquer des technologies qui facilite et qui utilise les eaux d'une manière efficace. On a adopté la solution de développer l'aquaculture en Ouzbékistan. Une des domaines prioritaires, c'est l'application de nouvelles technologies. On l'utilise dans
l'Asie du Sud, de Sud-Est et dans d'autres régions. L'application de ces technologies montre la bonne récolte de poissons, mais ici, ce qui est plus important, ce sont des caractéristiques, l'utilisation des bons fourrages pendant la nutrition de poissons. Nous avons parmi les saumons la truite de Cévin, le saumon rouge ainsi que le corégone. Et nous utilisons les fourrages des producteurs européens. Pour les carpes, nous utilisons les fourrages locaux russes ainsi que les producteurs de l'Iran. Et pour nous, il est très important d'assurer la bonne coopération dans ce domaine-là parce que de jour en jour, les exigences de Rossellkhoznázdor augmentent dans d'autres autorités de surveillance à l'étranger chez nous. Donc, la qualité du poisson est une priorité majeure pour y avoir toutes sortes de vitamines apportées à la population de notre pays. Néanmoins, et outre cela, une grande importance est prêtée à l'élevage du poisson des espèces et des types qui n'existaient pas avant. Par exemple, nous reproduisons une telle poisson comme tilapia et nous y sommes très intéressés de l'esturgeon de Sibérie. Et il nous est très intéressant de savoir cette technologie de l'élevage des crevettes. Donc, c'est pourquoi nous communiquons avec les partenaires étrangers pour attirer les technologies. Et je connais à 100% qu'en Asie du Sud-Est, en Chine, ils ont beaucoup de succès. Voilà pourquoi nous les invitons pour reproduire cette production. Donc, nous avons pris une gamme très élargie en ce qui concerne le développement de cette culture. Ça se passe étape par étape. Nous connaissons ce qu'il faut faire, mais bien sûr, il y a des défis écologiques, des catastrophes naturelles et les facteurs anthropogènes ont leurs impacts négatifs dans ce sphère. Voilà pourquoi il faut s'orienter sur place. Et moi, je voudrais dire à ce forum et de discuter les possibilités de coopération dans le cadre de l'UEE. Mais nous voudrions partager notre expérience avec d'autres collègues de d'autres pays, de savoir leur savoir-faire, leurs acquis. Et donc, nous avons encore un focus sur les cadres grâce à la coopération avec l'université d'Astrakhan, avec M. Navalny et ses collègues. Il nous aide beaucoup, il nous aide énormément en ce qui concerne l'assistance à la création de la politique des cadres. Et je pense que c'est prioritaire pour le développement du secteur de pêche. Pour les fondateurs de cette filiale, je voudrais indiquer qu'il faut bien résoudre ces problèmes. Il y a des questions de notre part et de la part de la Russie. Donc, il faut mettre notre accent ici, il faut prendre des décisions nécessaires. C'était mon aperçu bref sur le développement du secteur, mais nous avons encore un développement très actif du secteur d'élevage et de l'aquaculture dans les petites
dans les petites fermes. La Chine a une expérience très positive, mais il faut en travailler. Et donc, chez nous, 36 millions. Et donc, la croix est de 600 000. Pour l'Asie centrale, c'est un grand pays avec la population très grande. Donc, il faut ici trouver toujours des chemins alternatifs pour le protéine. Ce n'est pas toujours l'élevage de la viande, de l'aviculture, mais aussi on parle de la pisciculture aussi. Et je vous remercie de cette possibilité d'intervenir. Merci beaucoup à vous. De notre part, nous sommes très ouverts au dialogue et je pense qu'ici au forum et après, nous allons discuter tous les sujets clés. On voit que les problèmes sont très communs pour tous. Chers collègues, malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour faire la parole de conclusion. Tout d'abord, merci à tous les orateurs, à tous les participants. Je vous souhaite tout le meilleur. Maintenant, sur tous les axes, le monde veut se diviser, mais autour de l'aquaculture, il faut s'unir parce que l'aquaculture est un secteur très prometteur. Merci beaucoup à tous.